Bonsoir à tous, bienvenue sur l'émission L'économie qui parle. Le sujet d'aujourd'hui, la fraude fiscale. Depuis Panama Papers, le sujet de la fraude fiscale est de plus en plus au cœur des sujets d'actualité économique, d'autant plus récemment avec les footballeurs Messi et Ronaldo, ainsi que l'ex-ministre délégué du budget 2012, Cahuzac. Pour introduire notre sujet, commençons par définir l'impôt et son rôle. Un impôt est un versement obligatoire et sans contrepartie aux administrations publiques. Il sert principalement à financer les dépenses publiques et peut constituer également un moyen de régulation d'activité économique. Nous allons tout de suite à la rencontre de notre expert rédaction Monsieur Coupé et ensuite nous rencontrerons Monsieur Petit, professeur de Toulouse Business School, et Madame Fernandez. Bonsoir Monsieur Coupé, pour vous, qu'est-ce que la fraude fiscale? Merci à vous pour cette question. Tout d'abord, nous pouvons définir juridiquement la fraude fiscale comme la soustraction illégale à la législation fiscale de tout ou partie de la matière imposable d'un contribuable. En d'autres termes, le fraudeur paie peu ou pas d'impôts en ayant recours à des moyens illégaux. Il existe également l'évasion fiscale qui, contrairement à la fraude fiscale, est une pratique consistant à contourner ou diminuer l'impôt en profitant des possibilités offertes par les règles fiscales ou leurs lacunes, comme par exemple avec l'utilisation de niches fiscales ou l'acquisition d'une autre nationalité. Merci. Question suivante. Quel est le poids de la fraude fiscale? Excellente deuxième question. D'après Jean-Marie Monnier, professeur d'économie, nous ne pouvons avoir que des estimations plus ou moins fiables. La fraude fiscale ferait perdre à la France entre 60 et 100 milliards d'euros par an, selon différents rapports, soit à peu près plus de 3% du PIB. En 2015, donc, le montant total des redressements fiscaux et des sanctions pour les particuliers et les entreprises s'élève à 21,2 milliards d'euros, dont 16,1 milliards de droits nets et 5,1 milliards de pénalités et intérêts retard. Pour les caisses de l'État, cela se traduit par des recettes encaissées de 12,2 milliards d'euros. Tous les redressements ne donnant pas lieu à recouvrement, soit parce que les redevables n'ont pas acquitté leur dû dans les délais, soit parce qu'ils sont dans l'incapacité de le faire, mais aussi pour les sociétés, parce que soit elles ont été dissoutes, soit elles sont en procédure collective. Ce montant de recettes constitue un record. Mais vous rendez-vous compte, d'après M. Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget et des comptes publics, 12,2 milliards d'euros, c'est plus que le budget de la justice, de la culture et de l'aide au développement. Au vu de ces chiffres importants, il est donc pertinent de lutter activement contre la fraude et l'évasion fiscale. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale poursuit donc trois finalités. Une finalité dissuasive, une finalité répressive et une finalité budgétaire. Cette dernière vise à recouvrer avec rapidité et efficacité l'impôt éludé, possibilité pour l'administration fiscale de réaliser des saisies simplifiées en vue du recouvrement des créances publiques sur les sommes rachetables d'un contrat d'assurance vie. Bonjour Monsieur Petit, selon vous, quelles sont les conséquences néfastes de l'évitement fiscal? Alors premièrement, il y a la diminution de rendement. Il faut savoir que le gouvernement subit des pertes de revenus énormes. Ces pertes touchent directement son niveau d'endettement et influencent sa capacité d'offrir des services et financer des programmes qui répondent aux besoins de notre société, qui est en constante évolution. Par ailleurs, l'État, pour mener à bien sa mission qui est celle de satisfaire le besoin d'intérêt général, a besoin de moyens et la fraude fiscale constitue un frein. Elle compromet l'équilibre budgétaire de nombreux États en réduisant les dépenses collectives. Deuxièmement, il y a l'atteinte à la justice sociale. Il y a des citoyens qui paient pour d'autres. En effet, les particuliers qui respectent les lois voient leur charge fiscale injustement alourdie parce qu'ils doivent compenser pour ceux qui s'adonnent à la fraude. Et cela a pour autre conséquence le non-respect du principe de l'égalité devant l'impôt. En plus, la fraude fiscale augmente la pression fiscale sur les personnes qui paient effectivement l'impôt. Et ensuite, cela favorise également les méfaits économiques. Dans une économie de marché, la fraude fiscale porte atteinte au libre jeu de la concurrence. En effet, il y a des entreprises subissant une concurrence déloyale parce qu'elles sont respectueuses de la loi et conscientes de la responsabilité sociale. En plus, la fraude fiscale fausse les structures de certaines personnes morales ou physiques, tout comme elle contribue à la survie des entreprises marginales. Sur le plan international, on peut aussi voir que la fraude fiscale peut susciter une animosité entre d'une part les États bénéficiaires de la fraude et d'autre part ceux qui supportent le poids de ce phénomène. Ensuite, on peut voir que la fraude fiscale est à l'origine de conflits sociopolitiques entre plusieurs États. Bonsoir Madame Fernandez, une question pour vous. Comment remédier à la fraude? Donc pour remédier à la fraude, deux lois ont été votées fin 2013 en France. La première concerne la transparence de la vie publique. Elle a été votée en octobre 2013. Elle inclut l'obligation de fournir une déclaration de patrimoine consultable sur Internet. Les concernés sont les parlementaires, les membres du gouvernement et certains élus locaux, ainsi que leurs conjoints et leurs collaborateurs. Des règles très strictes ont été mises en place. Il est formellement interdit de reproduire une déclaration de prix sur Internet sous peine d'amende. Toute déclaration sera transmise
à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette institution a été créée spécialement avec cette loi. La seconde loi concerne la fraude fiscale. Donc, cette loi a été votée en 2013. Elle prévoit la création d'un procureur de la République financier ainsi que des magistrats spécialisés. Ils seront saisis pour enquêter sur les personnes susceptibles de frauder. De plus, l'augmentation des outils mis à disposition des enquêteurs. Donc, on parle de la surveillance, de l'écoute, de l'infiltration et de la garde à vue. Donc, aujourd'hui, toutes ces dispositions sont autorisées. De plus, la loi prévoit de renforcer les sanctions. Donc, la majoration passe de 10% à 40% pour des actifs qui ont été dissimulés à l'étranger. Les délais de prescription sont allongés de 3 à 6 ans. La peine maximale est allongée, elle, de 5 à 7 ans de prison. Enfin, les amendes maximales sont augmentées de 750 000 € à 2 millions d'euros. Enfin, la loi prévoit d'augmenter la protection des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire ceux qui vont dénoncer les fraudes. L'interdiction de toute sanction de discrimination ou de licenciement sera donc prise en compte. Merci pour ce reportage très instructif et je vous dis à demain pour une autre émission.